Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Bobines Partagées, le podcast pour les cinéphiles et ceux qui veulent le devenir. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument récemment remis au goût du jour, on y reviendra. C'est Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman. Si vous trouvez que le titre est long, ce n'est que le début parce que le film l'est aussi. 3 heures sur la vie d'une femme plutôt banale, d'une femme au foyer. Pamphlet féministe, chef-d'œuvre incontesté ou expérience ultra éprouvante, revenons aujourd'hui sans concession sur le cas Jeanne Dielman et sur l'œuvre de Chantal Akerman. Les Bobines Partagées, épisode 17, c'est parti. Ce n'est pas par hasard que je parle aujourd'hui de Chantal Akerman, car l'année précédente a été la grande année de la redécouverte de ses œuvres. Rétrospective intégrale au Festival de La Rochelle, c'est là que j'ai vu pour la première fois ses films. Exposition, publication, essais critiques, en 2024, il n'y en avait que pour elle. Comment expliquer ce regain de popularité pour l'œuvre pourtant peu accessible, voire vraiment ardue si on est honnête, de cette cinéaste disparue il y a près de 10 ans? Il y a un premier élément important. Toutes les décennies, la revue anglaise Sight and Sound livre le top 100 des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est un classement élaboré à partir de centaines de recommandations de critiques professionnels. Depuis les années 60, tous les 10 ans, il y a une petite guéguerre pour la place de numéro 1 qui se joue toujours entre Citizen Kane d'Orson Welles et Vertigo, Sueur froide en français, d'Alfred Hitchcock. Enfin, qui se jouait parce qu'en 2022, révolution, Vertigo est 2e, Citizen Kane 3e, car en tête du classement se trouve Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, qu'on abrégera Jeanne Dielman pour la suite de l'épisode. C'est un film de 75 signé par la cinéaste belge Chantal Akerman. Alors, que s'est-il passé ? En fait, non seulement Jeanne Dielman est arrivée en tête de la plupart des tops des critiques, mais le film a aussi été cité par énormément de gens parce qu'ils l'aiment, mais aussi, je suis obligée de le suggérer, parce que le classement a souvent été taxé de sexisme, ne mettant en avant que des films réalisés par des hommes, et Jeanne Dielman est un des films réalisés par une femme qui a été le plus vu par les cinéphiles, ou du moins dont la légende a été la plus partagée, on va dire. Il s'est donc retrouvé dans beaucoup de tops. Alors, est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps ? Je ne sais pas. Est-ce que Citizen Kane et Vertigo sont les 2 meilleurs films de tous les temps ? Je ne sais pas non plus. En fait, je pense que le but de ce top, c'est moins d'avoir une espèce de hiérarchie des films, que plutôt de mettre en avant des films, d'inciter les cinéphiles à en voir d'autres, à débattre. Pour ma part, j'aime bien regarder ces listes faites par des revues, noter les films que j'ai pas vus, et la liste a ses limites, bien sûr. J'ai déjà vu un top où il y avait à la fois Ratatouille et Shoah de Claude Lanzmann, et c'est un peu difficile quand même de juger l'un par rapport à l'autre. Et pour tous les cinéphiles, et je m'inclus totalement en dedans, qui sont nés dans les années 2000, quand on découvre le cinéma, on tape sur internet meilleurs films, films cultes, top des meilleurs films, et les tops sont une manière de se forger une cinéphilie. Bref, le top 2022 de Sight and Sound a fait redécouvrir au monde l'œuvre de Chantal Akerman. Alors partons à la rencontre de cette réalisatrice si singulière qui malheureusement est décédée en 2015, elle s'est suicidée. À quel moment de sa carrière est-on lorsque sort Jeanne Dielman et qui est-elle plus largement ? Chantal Akerman est née en Belgique en 1950. Elle est juive, toute sa famille a été assassinée à Auschwitz à l'exception de sa mère. Quand elle a 15 ans, elle découvre l'œuvre de Jean-Luc Godard et c'est surtout Pierrot le Fou qui la marque, si bien qu'elle décide de se tourner vers le cinéma. Après quelques courts-métrages, elle entre dans une école de cinéma en Belgique qu'elle arrête au bout de 3 mois seulement pour partir à New York. C'est donc un personnage assez radical dans ses choix. Aux États-Unis, elle se nourrit de cinéma expérimental, c'est-à-dire des œuvres qui explorent des formes nouvelles sans forcément de structure narrative forte, sans même d'histoire, on va dire. Elle enchaîne les petits boulots tout en filmant un peu autour d'elle. De retour en Europe, en France, elle tourne son premier long-métrage, Je tue, il, elle, dans lequel elle joue elle-même avec le jeune Nils Arestrup, récemment disparu. Le film est interdit aux moins de 18 ans pour ses scènes d'amour entre femmes. Chantal Akerman continue la réalisation avec le film du jour, Jeanne Dielman. C'est donc seulement son 2e film. Et pourtant, sur le papier, c'est un projet extrêmement ambitieux. C'est l'histoire d'une femme au foyer, incarnée par Delphine Seyrig, la gentille fée de Podane, que l'on suit sur 3 jours. 3 longues journées, répétitives, où s'enchaînent les tâches ménagères et les rendez-vous tarifés avec les hommes. Jeanne se prostitue pour subvenir aux besoins de son fils qui vit avec elle.
Le film s'applique à nous plonger dans cette vie monotone, réglée à la minute, jusqu'à ce que la machine s'enraye. Progressivement, de jour en jour, on voit que des petits éléments viennent bouleverser ce quotidien si bien rythmé jusqu'à la fin, qui vraiment vous laissera sur le cul pour le dire clairement. Lorsque j'ai vu Gentleman, il était 9 heures du matin, dans une petite salle de cinéma de La Rochelle. J'étais au festival, c'était un film que je voulais voir depuis longtemps et que j'attendais de voir en salle, de crainte, voilà, je le confesse, de risquer de faire un peu autre chose en même temps si je le regardais chez moi. Quand je suis sortie de la salle, il était plus de midi et je bouillonnais de rage. Littéralement, j'étais furieuse et complètement estomaquée par ce que je venais de voir. Alors que sur le papier, c'est vraiment pas le genre de film qui est pour moi, ça ne m'attire pas vraiment ces films qui jouent sur la longueur et en général ça fonctionne pas beaucoup, ça me laisse assez de marbre. Mais celui-là a fonctionné sur moi et je vais l'expliquer en revenant sur la suite de la carrière de Chantal Akerman. Après Gentleman, Chantal Akerman tourne d'autres films de fiction, par exemple La Captive, adaptée de Marcel Proust, même une comédie musicale, Golden 80s, et elle mène en même temps une œuvre documentaire assez importante, autobiographique, nourrie de ses voyages. Par exemple News from Home, que j'ai vu, réalisé juste après Gentleman, qui est composé de plans de New York où elle lit, de façon assez monotone, des lettres que sa mère lui a envoyées. En 2014, Chantal Akerman perd sa mère dont elle est très proche. L'année suivante, elle se suicide. Elle était atteinte de troubles bipolaires et de dépression et elle a laissé derrière elle une œuvre qu'on pourrait qualifier de très exigeante. Ce qu'il faut retenir pour comprendre l'œuvre de Chantal Akerman, c'est que son cinéma fait le pari de la durée. Dans toutes ses œuvres, de fiction comme documentaire, elle étire le temps, elle exploite les possibilités du plan fixe jusqu'à l'épuiser. Elle saisit vraiment la lenteur. Ça donne des œuvres très mélancoliques, vraiment frappées d'une profonde tristesse. En même temps, ce choix de la lenteur et de la durée font que ces œuvres, à mon avis du moins, ressemblent beaucoup à des installations de musée. Je pense qu'on peut les voir et les apprécier au cinéma, mais parfois il est peut-être un peu plus simple de les aborder en regardant des fragments, parce que ce sont des expériences éprouvantes pour lesquelles il faut être pleinement réveillé, on va dire. Alors peut-être que je suis une cinéphile complètement immature, abrutie par le cinéma hollywoodien, mais c'est vrai que je dois avouer que c'est un cinéma qui, moi, me touche pas forcément. Le rythme est un peu ardu pour moi, pour le dire pudiquement. Mais je reconnais la force de ces images, de ces visions. Il y a une exception, un film dans lequel je suis totalement rentrée et que je vous conseille donc, c'est bien Gentleman. Parce que Gentleman, et je serais curieuse de voir si les hommes reçoivent ce film de la même façon, c'est un film qui m'a rendue folle de rage. Cette femme, elle n'est pas victime d'une oppression clairement dessinée, avec des hommes méchants qui l'agresseraient. Non, elle est victime d'un système, de structure. Ce qui m'a fait sortir de mes gonds en quittant la salle de cinéma, c'est que Jeanne Dillman, elle accepte totalement ce qui lui arrive. Elle est femme au foyer, personne ne lui impose de faire le ménage toute la journée, à cirer les chaussures de son fils qui est âgé de 20 ans. C'est elle qui se l'impose parce qu'on ne lui a pas montré qu'il y avait d'autres voies possibles, d'autres vies possibles. Le film ne prononce jamais le mot patriarcat, le mot sexisme, oppression. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont prononcés pendant tout le film. Et le film nous confronte à la vie quotidienne d'une femme entièrement soumise, entièrement aliénée à des tâches ménagères. Et pourtant, le film arrive à produire une empathie totale pour Jeanne Dillman, parce que Chantal Akerman choisit un dispositif radical. Les plans sont longs, quasiment silencieux, la caméra ne fait que filmer Jeanne Dillman, on la voit faire ses courses, faire du café, faire les draps, faire le ménage, en temps réel, avec la durée réelle de ses tâches. Jeanne, hormis une courte pause café, et encore le film est ambigu, ne tire aucun plaisir, aucun bonheur de son existence. Le film nous fait ressentir de la lassitude, de la colère, car Chantal Akerman fait le pari de la durée. On ne pourrait pas éprouver avec autant de force cette rage qui monte en nous si on ne voyait pas combien de temps prend réellement chaque tâche ménagère. La durée permet d'insister sur les gestes en s'affairant avec autant de dévotion aux tâches ménagères. Jeanne Dillman est réduite à son corps. Delphine Seyrig l'incarne avec une force captivante. On ne peut pas détacher son regard d'elle. Elle a une présence à l'écran qui est impressionnante et les plans avec leur douce lumière sont juste sublimes. La maison devient une prison dorée car astiquée par Jeanne qui cohabite avec son espèce de grand dadais de fils qui l'aide pas du tout et on espère qu'une chose, qu'elle se libère. Et je ne dis rien de la fin parce qu'elle est
ultra choquante et qu'elle va vous retourner sur place. C'est donc avec les moyens du cinéma, avec des mouvements lents, avec un cadrage fixe, avec des plans longs, avec un montage qui met l'accent sur la répétition, que le film éveille en nous une conscience féministe. C'est par une expérience esthétique. Et quelle expérience? Que le film produit un discours politique. Ce qui est intéressant, c'est que Chantal Akerman a trouvé une forme radicale pour parler de problèmes sociaux radicaux. D'ailleurs, le journal Le Monde, le jour de la sortie du film, parle du premier chef-d'œuvre au féminin de l'histoire des femmes. Il y a bien eu des réalisatrices avant Chantal Akerman, il y a bien eu des chefs-d'œuvre réalisés par des femmes, mais pour Le Monde, c'est une des premières histoires sur une femme qui se dote d'une écriture nouvelle. Petite anecdote amusante sur la sortie du film, Chantal Akerman est venue à l'enregistrement du Masque et la Plume le jour où les critiques en débattaient pour prendre le micro et débattre directement avec eux. D'ailleurs, en parlant de la sortie, toujours, Jeanne Dielman, on peut s'en douter, n'a pas réuni des millions de gens en salle parce que c'est de toute façon un film très difficile d'accès, trop radical, mais aussi parce qu'il y avait en même temps l'un des premiers blockbusters modernes de l'histoire, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Donc la légende du film de Chantal Akerman s'est plutôt faite après, lors des ressorties successives, du bouche à oreille, et aussi surtout grâce à l'échange de cassettes, de VHS, notamment dans les milieux féministes. Alors Jeanne Dielman mérite-t-il tant d'éloges? La force du film, sa radicalité, sa brutalité, mérite que le film, le temps d'une décennie, prenne la première place d'un classement des meilleurs films. Pas parce que c'est le meilleur, en fait, quel est le meilleur film du cinéma, j'en sais rien, mais grâce à cette première place, des milliers de jeunes cinéphiles intéressés par le cinéma qui veulent découvrir le 7e art vont spontanément regarder les films cités dans le haut du top et donc vont se confronter à cette œuvre. C'est un film qui est ardu, c'est un film qui est éprouvant, mais si on rentre vraiment dedans, si on éprouve la durée, c'est un film passionnant, qui éveille des sentiments extrêmement forts quand on a la chance d'y être réceptif. Ça peut ne pas marcher sur vous. Après tout, moi c'est le seul film de Chantal Akerman qui a fonctionné sur moi. Malheureusement, les 4 ou 5 autres que j'ai vus ne m'ont pas du tout, mais malheureusement pas du tout ému. Mais il m'en reste à voir, je ne désespère pas. Dans tous les cas, c'est une expérience, c'est un autre regard, et c'est aussi une forme qu'on a moins l'habitude de voir au cinéma. C'est un film qui est beaucoup caricaturé, et qui est aussi beaucoup utilisé comme marque de distinction sociale. Voilà, c'est un peu l'espèce de chef-d'œuvre cinéphile par excellence, quoi. Et voilà, la meilleure façon de ne pas tomber dans ces deux écarts, c'est tout simplement de le voir, de s'y confronter, peut-être d'aimer, peut-être de détester, de trouver ça assommant, mais en tout cas c'est toujours intéressant de s'y frotter un jour, et je vous y encourage. J'espère que cet épisode vous aura donné les clés pour découvrir cette œuvre de Chantal Akerman et plus largement l'œuvre entière de Chantal Akerman. D'ailleurs, quasiment tous ces films sont disponibles gratuitement sur Arte en ce moment, profitez-en. Les bobines partagées n'auraient pas pu voir le jour sans l'aide de Julien et de la radio Fréquence, que je remercie, en particulier Mathieu pour la diffusion des podcasts. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À la prochaine!